Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan avec ce que j'ai cousu entre juillet et août 2022. Alors, juillet-août 2022 a commencé, saison oblige, par un maillot de bain. Vous vous souvenez que l'année dernière, j'avais cousu le Take the Plunge de chez Patterns for Pirates avec la petite jupette qui m'a valu d'être refoulée de la piscine municipale. Et donc cette année, j'en ai cousu un second pour cette fois-ci pouvoir aller à la piscine municipale avec. Et donc je me suis dit que j'allais faire l'option bas froncé et que j'allais justement le poster sur ma chaîne puisque ça permettait d'avoir pour vous la version traduite de cette partie-là. Donc je vous montre tout de suite le modèle. Donc c'est un maillot de bain que j'ai amélioré par rapport à la première version qui était ma toile. J'ai agrandi d'une taille au niveau du bas. Ça m'a permis d'avoir plus de place au niveau de la fourche. J'ai également modifié au niveau de la doublure du haut, puisque si vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais expliqué que j'avais fait sur les conseils des instructions le devant du haut en power net et le dos du haut en doublure normale. Et ce qui s'était passé, c'est que ça avait étiré mon tissu doublure du dos. Cette fois-ci, j'ai fait le devant et le dos en power net. Je n'ai eu aucun problème et j'ai un bien meilleur soutien. J'ai également fait un FBA en suivant la méthode que j'ai postée précédemment sur ma chaîne. Ça a très bien fonctionné pour ce maillot également. J'ai aussi, sur les conseils de certaines, modifié l'élastique. J'ai pris de l'élastique à boxer. Je pense que je peux encore trouver un élastique qui a un meilleur maintien, mais déjà effectivement cet élastique-là est bien mieux que celui que j'avais choisi sans m'y connaître du tout à l'époque. Les tissus. Donc concernant le tissu extérieur, il m'a été beaucoup demandé sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un tissu qui n'est plus en vente puisque je l'avais acheté en mai 2021 et c'était un tissu maillot de bain de chez les Coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté à 5 € les 3 mètres. C'est un tissu assez fin qui n'a pas beaucoup de résistance élastique, donc je pense que il doit y avoir sur le marché des tissus maillots de bain plus qualitatifs et donc évidemment plus chers aussi, mais celui-ci me convient puisque pour l'instant j'en suis encore à la phase de test, donc voilà. Il devrait me suffire pour le temps que j'utiliserai ce maillot. Je vous tiendrai au courant évidemment de l'évolution, mais voilà, pour l'instant il me satisfait. Concernant le tissu intérieur, il me restait du Power Net de chez Ma Petite Mercerie. Il me restait également une chute de doublure de chez Ma Petite Mercerie, donc que j'avais utilisé les deux pour le maillot de bain Take the Plunge de l'année dernière. Et j'ai été obligée de compléter avec du tissu doublure simple, tissu doublure Claudia, acheté chez Les Filles à Pois. Pour le coup, je ne suis pas très satisfaite de la qualité des tissus de chez Les Filles à Pois, en tout cas des tissus que j'ai achetés, hein. Je ne connais pas la totalité de leurs tissus, mais le tissu doublure maillot de bain que j'ai acheté est à mon sens de mauvaise qualité par rapport au tissu doublure que j'avais acheté chez Ma Petite Mercerie. Et pareil, j'avais racheté du Power Net chez eux que finalement je n'ai pas utilisé. Leur Power Net, je trouve, est beaucoup moins résistant, gainant que celui de chez Ma Petite Mercerie. Donc je pense que pour ces deux types de tissus là, je ne rachèterai plus chez Les Filles à Pois, je continuerai de commander chez Ma Petite Mercerie. Mais bon, ça c'est un détail. Je vous mets quand même le lien en description parce que de mémoire c'est moins cher que chez Ma Petite Mercerie. Mais honnêtement, d'après moi, le fait de payer moins cher ne vaut pas d'avoir de la moins bonne qualité. Je pense que la qualité est quand même très importante et donc payer des tissus pas chers, ça ne me dérange pas, mais par contre il faut que la qualité soit au rendez-vous. Là sur cette doublure, je ne suis absolument pas convaincue, je ne suis pas sûre qu'elle tiendra dans le temps. Encore une fois, je vous tiendrai au courant évidemment, mais voilà. Et je crois que c'est tout pour ce maillot de bain Take the Plunge version ruchée. Je vous tiendrai évidemment, je vous raconterai si ça a été d'accord pour la piscine municipale, mais normalement oui, parce que la piscine interdit les manches et les jupes, mais là il n'y a ni l'un ni l'autre, donc ça devrait aller. On passe au modèle suivant.
avec cette robe Be Dreamy. Donc je vous la montre déjà. C'est un patron de chez Alien Mac, comme beaucoup de patrons que je couds sur ma chaîne. C'est un modèle qui m'a pris très peu de temps à coudre, qui était très agréable à coudre. Le haut est doublé, mais uniquement le haut, pas la jupe. Ça permet de donner un peu de tenue au bustier et un peu plus de légèreté à la jupe justement. Et il est fait donc avec des manches volants qui ressemblent quasiment de façon identique aux manches du Miami Wrap, donc le haut cache-cœur que j'avais mis sur ma chaîne et que j'avais cousu l'année dernière. Pour cette version, j'ai choisi le High-Low Hem. Donc le High-Low Hem, ça veut dire l'ourlet haut-bas. En vrai, ça veut dire un ourlet asymétrique, c'est-à-dire que c'est plus court devant et plus long derrière. J'ai été obligée, je mesure 1m65, 66, ça dépend des jours. J'ai été obligée de raccourcir l'ensemble de la jupe de, je crois, 3 cm pour pas que ça traîne par terre. Et à mon sens, c'est encore un peu long dans certaines situations, donc je vais être obligée peut-être de la raccourcir légèrement plus. Je vous le précise parce que les patrons sont faits pour ma taille normalement. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu d'ajustement à faire sur les patrons Alien Mac. Et donc je vous le précise pour celle-ci parce que effectivement vous risquez d'être embêté si comme moi vous faites la bonne longueur d'un coup. Après évidemment c'est à vérifier, moi je pense que vous avez tout intérêt à faire la bonne longueur, enfin la longueur du patron, et ensuite vérifier à l'essayage parce que c'est toujours plus facile d'enlever 2-3 cm après plutôt que de les rajouter évidemment. Et c'est fait pour être sur une longueur maxi au niveau du dos ou au niveau aussi de l'avant si vous choisissez évidemment l'autre option qui est la version maxi. Concernant les tissus, donc le tissu intérieur de la doublure est un jersey de coton que j'avais acheté chez Fage Textile en solde. Ce tissu là date d'il y a un grand moment, c'est un jersey blanc optique je crois, et je l'avais eu à l'époque en promotion à 2,40 € le mètre, donc c'était pas mal pour un jersey 100% coton. Concernant le tissu extérieur, il s'agit d'un jersey de viscose que j'avais acheté chez Benitex, vous l'avez vu dans le haul des soldes d'été 2022. J'ai dérogé à mon habitude qui est de coudre les tissus anciens en premier et à laisser du temps entre mon achat et l'utilisation du tissu. Mais ce jersey me plaisait tellement que j'avais envie d'en faire une robe, donc en fait c'était pas du tout prévu dans mon planning de couture. J'avais prévu d'enchaîner directement avec le modèle que vous voyez derrière moi, que je vais vous présenter ensuite. Mais ce jersey me plaisait tellement et je le voyais tellement en robe longue que j'ai été obligée de le faire tout de suite. J'aime beaucoup ce tissu, il est très agréable à porter. Il a un tombé beaucoup plus fluide évidemment du fait que ça soit du viscose qu'un jersey de coton classique. Pour l'été, c'était juste parfait, je l'ai porté tout l'été cette robe et c'était vraiment extrêmement agréable. Concernant l'ourlet, j'ai fait un rouloté, donc ça peut expliquer aussi le fait que la robe était trop longue évidemment, quoique les ourlets chez Alien Mac font rarement plus d'1,5 cm, et comme je vous l'ai dit, j'avais 3 cm de trop minimum, donc voilà, c'est pas que de la faute du rouloté. Pour les manches, j'ai fait un ourlet rouloté également. Dans le patron, il conseille de laisser les bords crus, enfin sans finition. Personnellement, c'est quelque chose que c'est un conseil que j'avais suivi sur le Miami Wrap, donc le cache-cœur, et ça m'avait déplu. J'ai finalement fait un rouloté dessus, et donc du coup j'ai fait la même chose pour cette manche là. Je trouve que c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus esthétique au niveau finition, donc voilà. Concernant la manche, certains sur les réseaux sociaux ont modifié le patron parce que ça les dérangeait d'avoir le dessous de bras blanc, enfin pas de la couleur en fait de leur tissu. Ce que je peux comprendre, honnêtement ça ne me dérange pas plus que ça. Mais à l'occasion je me pencherai peut-être sur la question, mais franchement sans urgence et sans précipitation.
D'autres ont doublé la manche pour que justement on voit l'imprimé identique au niveau de l'aisselle. Après, c'est à vous de voir vraiment. Moi, c'est un patron qui m'a beaucoup plu, qui est très facile à coudre, qui est très agréable à porter. Seule précision, sur le patron, il y a une erreur. Donc là, c'est pas moi qui ai mal reporté mes repères ou quoi. J'ai cherché sur les réseaux sociaux, c'est un problème qui a été reporté depuis un certain temps, qui est arrivé jusqu'aux oreilles de la marque. La marque n'a toujours pas modifié le patron, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que c'est compliqué hein, de modifier un patron une fois qu'il est édité en PDF, mais je ne pense pas, parce qu'ils l'ont réédité pour modifier juste le nom de femme à silhouette courbe, enfin curvy, c'est-à-dire silhouette avec des formes, quoi, enfin bref. Silhouette en 8, je crois que c'est en français. Mais par contre, ils n'ont pas modifié l'endroit des poches, bref. Donc, du coup, je vous informe que l'endroit des poches entre la jupe devant et la jupe dos n'est pas au même endroit. Donc, je vous conseille, et je le faisais déjà dans le tuto, mais bon, peut-être que certains d'entre vous ne regarderont pas le tuto, c'est pas obligatoire. Je vous conseille fortement, si vous cousez cette robe, de partir sur une distance par rapport à la couture de haut de jupe, une distance d'à peu près 10 cm pour le haut de la poche. Moi, j'ai suivi, je crois, le plus haut des deux repères sur le patron et c'était trop bas pour moi. J'ai eu la flemme de remonter, enfin de découdre, remonter les poches, recoudre, enfin bref, j'ai vraiment eu la flemme, tant pis. Ça fait pas spécialement moche, c'est juste que c'est un peu bas, donc faut que je tende un peu le bras pour mettre les objets dans mes poches, mais ça ne se voit pas, ça ne fait pas de tomber disgracieux, donc j'ai laissé comme ça. Mais je vous conseille la prochaine fois, enfin moi c'est en tout cas la prochaine fois ce que je ferai si j'en recouds une, de partir de la couture haute de la jupe et de compter une dizaine de centimètres. Éventuellement de placer la jupe sur vous quand vous l'aurez assemblée pour voir, mais une fois que c'est cousu en général on a la flemme de défaire, mais voilà, partez sur une dizaine de centimètres. Je passe au modèle suivant. Et il s'agit donc, je vous l'avais dit pour si vous avez vu la dernière vidéo haul des soldes 2022 et notamment avec Benitex dedans, je vous avais dit que j'avais acheté la gabardine de coton que j'ai acheté chez eux pour un projet très précis qui était le M7938 parce qu'il me fallait un manteau demi-saison. J'avais fait le M6800 pour cet hiver en softshell, mais il est trop chaud pour la mi-saison. Donc j'avais besoin d'un manteau mi-saison. Et donc voilà, maintenant c'est chose faite. Donc je vous le montre tout de suite. Donc il s'agit d'un trench que j'ai cousu, le patron est de chez McCall's. Pour le modèle en lui-même, j'en suis très contente. J'ai cousu un mix entre les deux versions puisque c'est un patron qui propose plusieurs versions. Vous avez la version A qui a un devant avec un col, je ne sais pas quelle est la dénomination, mais un col typique des trench. Donc c'est-à-dire avec deux pointes comme ça et c'est accroché d'ailleurs avec des boutons sur le revers et l'arrière a une jupe un peu plus simple et la version B propose un dos lacé, une jupe plus volumineuse sur le dos et une encolure droite devant, donc qui va se fermer jusqu'en haut du cou. Et moi en fait j'ai fait, et la version B propose aussi de faire les côtés en tissu contrastant. Moi j'ai fait un mix entre les deux puisqu'évidemment toutes les versions correspondent entre elles. Donc j'ai fait le devant de la version B, j'ai fait le dos de la version A et je n'ai pas mis parce que la version A propose aussi des... comment on appelle ça ?
des bandes de poignet. J'avais pas envie d'avoir de bandes de poignet, donc voilà, j'ai fait un petit peu mon marché dans les options proposées par le patron. Le patron, enfin la version B avec le dos lacé me plaisait bien, mais j'avais pas vraiment envie de coudre tout le petit laçage avec les bandes de laçage et tout ça, et surtout pour un aspect purement décoratif. Pour le coup, c'est pas un laçage fonctionnel, évidemment, hein. Un manteau ne se ferme pas en laçant le dos, évidemment. Et puis en plus, comme je porte tout le temps des sacs à dos pour aller au travail, j'aurais eu peur qu'à terme ça abîme le laçage du dos. C'est ce qui s'est passé avec un autre manteau sur lequel j'avais un laçage dans le dos. Donc voilà, j'ai préféré faire un peu plus sobre. Concernant la jupe dos, pareil, j'ai pris la version A parce que ayant un fort postérieur, j'évite d'avoir trop de détails sur le dos. Parce que ça peut faire un effet grossissant. Donc du coup, j'ai préféré faire le dos du A. Je n'ai pas fait de tissu contrastant sur les côtés, j'ai vraiment réfléchi très longtemps à le faire, et je me suis dit qu'en fait, je voulais vraiment un trench qui était un petit peu entre guillemets passe-partout, et plus sobre, et peut-être qu'un jour, j'en ferai une version contrastante pour certaines occasions, mais voilà, pour le quotidien, j'avais vraiment pas envie de quelque chose de trop tape à l'œil, on va dire. Donc voilà. Ce modèle, malheureusement, ne comporte pas de capuche, et vous pouvez voir que j'en ai ajouté une ici, puisque je considère qu'un manteau sans capuche, c'est un petit peu incomplet à mon goût, dans le sens où dès qu'il pleut, on n'a pas forcément un parapluie sur soi, et c'est bien pratique d'avoir une capuche, justement pour s'abriter. Même si je ne suis pas spécialement sensible à la pluie, j'aime bien avoir une capuche. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la capuche du M6800. Je l'ai cousu, assemblé comme les instructions du patron le disent, avec 1,5 cm de marge de couture, tout ça, tout ça. J'ai ajouté les pressions aux endroits prévus par le patron, puisque c'est une capuche amovible dans le patron du M6800. Et j'ai ensuite reporté l'emplacement des pressions sur mon sous-col à l'intérieur de mon manteau M7938, et ça fonctionne parfaitement. Alors j'ai dû décaler d'environ 3-4 mm, on va dire, le centre de la capuche avec le centre de mon col, parce qu'ici j'ai le bouton de mon sous-col, et du coup si j'alignais le centre parfaitement, ma pression tombait vraiment sous le bouton, alors que là, bon, c'est un petit peu sous le bouton, mais c'est quand même légèrement décalé, donc je me suis décalée de 3-4 mm grand maximum, donc ce n'est pas centré, de 3-4 mm, honnêtement ça se voit pas, j'ai essayé le manteau, ça me satisfait, donc c'est le plus important. Évidemment, vous pouvez utiliser le patron de capuche de votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le M6800 juste pour avoir la capuche. Moi, j'avais déjà fait cette capuche, elle me convenait. Il y a déjà l'emplacement des boutons prévus. Donc voilà, je me suis dit que j'allais la faire comme ça. Ça fonctionne très bien. Concernant le patron en lui-même, parce que d'habitude, j'ai pas grand-chose à dire sur les patrons, à part que j'en suis parfaitement contente et que tout s'est bien passé. Pour ce patron-là, c'est pas le cas. J'avais déjà eu la déconvenue avec la Be Dreamy des poches qui sont pas écrites au bon endroit sur le patron. Et bien, je ne sais pas si c'est le karma ou quoi, mais le M7938, j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises. Alors, évidemment, ça se finit bien, puisque vous voyez que ce manteau est terminé, il est portable et j'en suis contente, mais j'ai beaucoup galéré, donc je préfère vous prévenir, comme ça si vous l'achetez, vous n'aurez pas les mêmes problèmes que moi, vous saurez déjà qu'il y a un souci. Alors déjà, première chose, si vous l'achetez en PDF, faites attention, parce que vous avez deux PDF d'impression de patron, et il y en a un des deux où les pièces sont en double. C'est-à-dire que vous allez imprimer plus de 50 pages, et vous allez vous retrouver, en fait, avec 25 pages environ de gâchés. Sauf que je n'ai pas fait attention, moi j'ai fait confiance, donc j'ai tout imprimé, j'ai tout assemblé, et je me suis rendu compte que j'avais plein de pièces en double. Vous voyez l'énervement sur mon visage, l'agacement, tout ça ?
Donc, je vous informe, vérifiez bien parce que sur les patrons à imprimer en PDF, en général, juste avant les feuilles qui concernent les parties de patron à assembler, vous avez une prévisualisation, c'est-à-dire que vous avez une page où vous avez l'ensemble de la planche en aperçu. Effectivement, sur la planche d'aperçu du PDF, il y avait bien 50 et quelques pages, je ne sais plus, 57, 55, bref, et vous avez bien toutes les pièces en double, je dis bien toutes les pièces en double de ce PDF-là. L'autre PDF contient une autre partie des pièces et celui-ci est OK. Mais le deuxième a toutes les pièces en double. Donc je vous conseille de regarder quelle page concerne les pièces en exemplaire unique et de sélectionner que ces pages-là imprimées pour quand vous imprimerez votre patron. Deuxième mauvaise surprise, il n'y a pas de carré test pour vérifier que vous avez bien imprimé en 100%. Donc j'ai dû croiser les doigts, faire confiance à mon imprimante, bien vérifier que j'avais bien sélectionné taille réelle, 100%, le bon format de page, etc. Ça a fonctionné, il me va parfaitement, c'est la bonne taille et tout, mais voilà, je déplore quand même l'absence d'un carré test parce que quand on imprime en PDF, c'est bien d'avoir un carré test pour être sûr qu'on ait la bonne taille. Troisième problème, ah oui non, ça s'arrête pas là. Hein. Troisième problème, certains repères d'assemblage ne correspondent pas. Alors ce n'est pas une erreur de ma part, j'ai vérifié, j'ai remis les pièces de patron sur mes pièces en tissu plusieurs fois pour vérifier que j'avais bien mis les repères aux bons endroits parce que des fois on peut dévier un peu la lame des ciseaux par un peu à gauche, un peu à droite, bref. Et certains repères, même en alignant les pièces de patron papier, ne correspondent pas. Voilà. Donc, je vous alerte, de mémoire, il y a surtout le repère de l'arrière de la manche quand vous assemblez la sous-manche et la manche ensemble. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que je me suis alignée en fait sur le bord du poignet du bras, j'ai posé la pièce et puis ben forcément en haut ça tombe naturellement au bon endroit. Ensuite, le deuxième repère qui ne correspondait pas, c'était un des deux repères d'assemblage de la partie de devant, donc cette partie-là, qui s'assemble avec la partie côté. Et alors, ce qui est ballot, c'est que c'est pile poil à l'endroit où on a besoin d'un repère d'assemblage, puisque c'est là où vous allez devoir cranter pour faire correspondre la poitrine. Donc, je vous conseille fortement de vous aligner sur le bas et le haut de la pièce et de... alors, il me semble qu'il y a un des deux repères qui correspond, mais alors lequel, je vous avoue, je ne m'en souviens plus. Mais voilà, donc j'ai dû cranter, évidemment, pour faire correspondre les courbes ensemble. Et d'ailleurs, c'est très bien dit dans le patron, hein, vous devez faire une couture de soutien sur la pièce de devant pour ensuite la faire correspondre, la cranter, la faire correspondre à la courbe de la pièce côté. Surtout que ce patron, et ça c'est un point positif, propose plusieurs côtés pour différents bonnets. Vous avez la pièce bonnet AB, la pièce bonnet C, la pièce bonnet D. J'ai pris la pièce bonnet D, je ne fais pas un bonnet D, mais j'ai pris la pièce bonnet D et elle correspond parfaitement, donc c'est très bien. Je n'ai pas eu de FBA à faire du coup. Je vous cache pas qu'un FBA sur un manteau, j'ai pas fait et je suis pas pressée de le faire. Et ça, c'est vrai que c'est un point positif par rapport au M6800 où il n'y a pas de pièce en fonction de votre bonnet. Et là, effectivement, je suis un peu juste au niveau de la poitrine sur le M6800, mais sur celui-ci, il n'y a pas de problème. Bref, et donc, je vous conseille de faire attention à bien faire correspondre la courbe, effectivement, ici, à bien faire correspondre le haut de la pièce et le bas de la pièce. Et vous verrez que ça tombe parfaitement, c'est juste que les repères ne sont pas au bon endroit. Troisième chose, les manches. Les manches, c'est peut-être moi qui suis débile, c'est possible. Ou inexpérimentée, c'est possible. Ou une autre solution.
N'hésitez pas, les commentaires sont là. Mais j'ai eu énormément de mal à assembler les manches. Pourquoi? Parce que les coutures côté des manches, donc l'assemblage en fait des deux parties de la manche entre elles, ne permettent pas d'assembler la manche à l'emmanchure de façon sereine. C'est-à-dire que vous devez ouvrir les coutures pour que la manche soit à plat, évidemment. Vous allez placer votre tête de manche dans l'emmanchure. Alors déjà, bon, mais ça, c'est pas une erreur du patron, ni voilà, faites bien attention, mais pour une fois, la tête de manche ne correspond pas à la couture épaule parce que c'est dans le patron. La couture épaule, en fait, est faite pour être légèrement dans le dos, donc il y a un repère au bon endroit pour le coup sur la pièce de devant, en haut. Vous avez un cran pour faire correspondre à la tête de manche, faire vos fronces, tout ça, tout ça. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le fait que vous avez la couture côté qui se finit bizarrement en haut de la tête de manche va faire que vous allez avoir du mal à épingler et à coudre votre manche. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Peut-être que vous aurez la solution. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez la solution. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, j'ai réussi, hein, tant bien que mal, en bricolant. Mais je trouve que la couture en haut de la manche ne tombe pas correctement. Et c'est la couture arrière, en fait. Donc, bizarrement, celle où le cran ne correspond pas. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires, alors... Je répète, hein, ce n'est pas moi qui ai fait une erreur de report de repère. J'ai vérifié maintes et maintes fois, ça tombe correctement, mais il y a ce problème-là au niveau de la tête de manche. Concernant les tissus et fournitures pour ce manteau, donc j'ai acheté une gabardine de coton lourde qui vient de chez Benitex, donc qui était vendue je crois à 7 € le mètre, quelque chose comme ça. J'en avais acheté 5 mètres, il m'en reste un petit peu, mais il doit me rester un peu moins d'1 mètre. Donc voilà, c'est une gabardine de très bonne qualité. J'en suis très contente. Alors à la base, je pensais sur la photo de leur site que la gabardine était noire. En fait, elle est bleue très foncée. Et comme je vous disais, dans mon haul, je l'ai gardée. Ça me va très bien. Ça change un peu du noir que j'utilise d'habitude par défaut pour les manteaux. Et j'en suis très contente. Pour l'instant, le tissu est vraiment très agréable. Alors, autre chose aussi pour ce patron, c'est que dans le patron, il est conseillé de thermocoller toutes les pièces. Toutes les pièces. C'est-à-dire que normalement, sur un patron de veste ou de manteau, vous allez thermocoller le col, vous allez thermocoller le devant, éventuellement le dos, mais vous n'allez pas thermocoller le bas s'il est séparé du dos ou les manches ou quelque chose comme ça. Alors là, les manches ne sont pas thermocollées dans le patron, mais tout le reste est thermocollé. Même la jupe, même le côté, toutes les pièces sont thermocollées. Donc j'avais pas envie. Déjà dans le M6800, on me disait de thermocoller la pièce de devant et j'avais trouvé que ça faisait un rendu un peu trop rigide et que le tombé du softshell suffisait. Et donc c'est ce que j'ai fait. Finalement, j'ai enlevé le thermocollant des pièces de devant et ça fonctionnait très bien. Je pense qu'effectivement, peut-être pour un lainage, c'est mieux et encore en vrai. Et sur celui-là, bah, du coup, j'ai écouté mon instinct. Je n'ai thermocollé que les pièces de col et de sous-col qui sont à thermocoller dans les instructions. Je n'ai ni thermocollé la jupe, ni thermocollé les rabats de poche, ni thermocollé les pièces de devant, ni thermocollé la pièce de dos, ni thermocollé la jupe. Enfin bref, je n'ai rien thermocollé et je vous assure que le tombé me convient parfaitement. La solidité est là. Je pense que la raison pour laquelle la jupe et toutes les pièces sont thermocollées dans ce patron-là, c'est que c'est un patron de costume et que probablement que les costumes sont peut-être prévus pour des tissus plus légers, donc
plus fluide et que du coup il y a besoin de les thermocoller. Mais comme moi j'ai utilisé un vrai tissu de manteau, je pense que ce n'est pas nécessaire. Après peut-être que c'est un scandale couturier, vous me direz dans les commentaires. Mais pour l'instant j'ai pas constaté de problème de solidité sur mon manteau que je n'ai pas thermocollé non plus aux endroits préconisés par le patron. Et ça fera bientôt 1 an que je l'ai et je l'ai porté de façon intensive. Donc celui-ci, je ne comptais pas le thermocoller non plus. Donc voilà, je ne l'ai pas thermocollé, sachez-le. Problème suivant de ce patron, parce qu'on n'a toujours pas fini, c'est qu'au niveau du sous-col, vous allez en fait coudre, comment dire, vous allez coudre le col comme ça. Attendez. Vous allez coudre le col comme ça, donc sur l'envers bien sûr. Hein. Vous allez coudre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tout le long, tac. Vous allez faire tac, 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 et vous allez vous arrêter là, et vous allez retourner évidemment la pièce pour pouvoir ensuite l'assembler au manteau. Sauf que lorsque vous retournez la pièce, évidemment, la marge de couture à cet endroit-là, là où vous avez le décroché du sous-col, évidemment, la marge de couture ne se retourne pas facilement puisqu'il n'y a pas de cran. Il ne conseille pas dans le patron de cranter. Donc, j'ai préféré cranter à cet endroit-là la marge de couture pour pouvoir retourner la pièce et pouvoir épingler la marge de couture ici au manteau. Alors, je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications. Je vais faire le tuto sur ma chaîne. Enfin, il est fait, mais je veux dire, il va sortir sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Mais j'ai trouvé ça un peu curieux. Alors, peut-être qu'il fallait pas cranter, peut-être que c'était une erreur. Mais j'ai trouvé que l'épinglage était fort complexe et fort disgracieux, parce que ça faisait des plis, enfin bref. Si je ne crantais pas la marge de couture à cet endroit-là. Et comme d'expérience, à chaque fois qu'il y a quelque chose à retourner comme ça, que ce soit des poches, que ce soit... Bref, j'ai plus d'autres exemples concrets en tête, mais à chaque fois qu'on coud des choses comme ça, où il faut que la marge de couture se sépare en 2 parties distinctes, il faut cranter. Donc je me suis dit que c'était un oubli du patron et j'ai cranté. Ça s'est bien passé pour moi, j'ai pas eu de problème d'assemblage ensuite. Ça m'a fortement facilité la vie, donc voilà, c'est une petite précision aussi. Concernant le tissu de la doublure, vous le connaissez, c'est le même tissu que celui que j'avais utilisé pour le M6800. C'est un polycoton que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre pour 5 € les 3 mètres. Il m'en reste encore parce qu'à l'époque j'avais acheté beaucoup de métrage, je crois que j'en avais acheté 9 mètres, un truc comme ça, donc il m'en reste encore, peut-être pour un futur manteau. Et il y a aussi les manches, donc les manches j'ai utilisé pareil, le même tissu que pour le M6800, à savoir un tissu spécial doublure, puisque vous le savez probablement, quand on enfile un manteau, il vaut mieux que les bras soient en tissu doublure glissant pour ne pas avoir de pull retenu dans le manteau, alors que le reste de la doublure peut être cousu à peu près en n'importe quel tissu de notre choix. Et sans forcément être un tissu spécial doublure. Non pas que ce tissu doublure soit beaucoup plus cher que l'autre, hein, puisqu'il était aussi à 5 € les 3 mètres chez les Coupons de Saint-Pierre, mais ça permet d'avoir un tissu plus facile à travailler pour le reste de la doublure, puisque ce tissu-là est un petit peu pénible, ça glisse. Voilà, concernant les boutons, puisque j'ai payé environ 35 € de gabardine, j'ai payé environ 5 € de doublure, mais les boutons, comme il y en a beaucoup, j'en ai eu pour 25 € juste de boutons. Ce sont des boutons très jolis, hein, du reste des boutons de chez Ma Petite Mercerie. Et alors j'avais un peu peur parce que comme c'est un bleu très foncé, le tissu de la gabardine, je voulais un bleu très foncé aussi pour les boutons. Donc je me suis fiée au fait que sur l'écran, je les voyais aussi noirs que je ne voyais le tissu quand je l'ai acheté sur le site de Benitex. Et j'ai eu raison, c'était pile poil la bonne couleur.
Je n'ai pas mis les boutons prévus par le patron sur les poches, car ce sont des boutons décoratifs, donc aucun intérêt à mes yeux. En revanche, j'ai mis tous les autres boutons, donc vous en avez 15 sur ce manteau et 17 dans le modèle prévu, puisque vous avez les deux des poches en décoration. Ah oui, bah voilà, en parlant des boutons, j'ai trouvé encore un autre problème de ce patron. Sur le patron, vous avez les emplacements pour les boutons et les boutonnières qui sont évidemment marqués. Sauf que sur la partie gauche de votre manteau, qui va en dessous de la partie droite, vous n'avez pas toutes les boutonnières du manteau. Et vous n'avez pas tous les boutons du manteau sur la partie intérieure droite, qui correspondent à ces boutonnières-là. Sauf que sur le patron, les boutonnières de la partie gauche ne sont pas indiquées. Donc vous avez les boutons et les boutonnières qui sont indiqués exclusivement pour la partie droite, mais vous n'avez pas ni les boutons de la partie intérieure droite, ni les boutonnières de la partie gauche clairement indiquées sur le patron. Donc, les boutonnières de la partie gauche sont pareil que les boutonnières de la partie droite, mais en fait, vous n'allez prendre que la première, celle qui est tout en haut de chaque rangée. C'est-à-dire, vous voyez, partie droite, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et bien, sur la partie gauche, vous allez prendre les 1 de chaque série de 3. Donc, celle du haut des 3 boutons de poitrine et celle du haut des 3 boutons de la taille. Et pareil pour le bouton de la partie intérieure du côté droit du manteau, vous allez prendre le repère des boutons, le premier tout en haut de la partie poitrine et le premier tout en haut de la partie de la taille. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah non, pardon. Sur la pièce de patron du sous-col, le bouton n'est pas symbolisé par le même symbole que les boutons sur la pièce de devant. Donc sur la pièce de devant, les boutons sont symbolisés par des croix. Sur la pièce de sous-col, le bouton du sous-col est symbolisé par un autre symbole, je ne sais plus lequel. Donc il faudra déduire qu'il s'agit du bouton. Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait que ce soit un patron de costume. Je ne sais pas si c'est lié au fait peut-être que le patron est plus ancien que certains autres patrons. Bref, je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Quelle est la raison? Parce que McCall, de ce que j'en ai expérimenté précédemment, avec ce t-shirt, avec le manteau M6800, il n'y avait aucun problème de patron. Tous les repères tombaient parfaitement, toutes les indications étaient claires, les instructions très claires aussi. Et là, je ne comprends pas. Alors, peut-être que c'est parce que c'est destiné à un public plus averti et que du coup, il y a plusieurs choses qui n'ont pas besoin d'être précisées. Mais je trouve ça dommage. Maintenant, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Malgré ça, je trouve que c'est un patron qui est extrêmement bien coupé, moi, il me va parfaitement. Je n'ai eu aucune modification à faire, ni sur la longueur de buste, ni de FBA à faire, ni d'adaptation diverses et variées. Mais je trouve dommage que des petits problèmes de repérage et de précision sur le patron freinent énormément et ralentissent le processus et le rendent difficile, alors qu'en fait ce patron n'est pas difficile à coudre. C'est juste que vous allez avoir du mal à avancer parce que voilà, il y a des repères qui correspondent pas, parce qu'il y a des boutons qui sont pas indiqués, parce qu'on vous dit pas de cranter alors qu'il faut cranter. Enfin bref, tous ces petits trucs-là m'ont fortement agacée.
parce que ça me ralentissait et ça me mettait des difficultés qui n'étaient pas de mon fait en fait. Et donc ça m'a un peu frustrée. Je ne vous cache pas que je vais mettre un petit peu de temps à... Alors bon, évidemment je coupe pas des manteaux tous les 4 matins, mais ce que je veux dire c'est que si je devais refaire un modèle de manteau, 100 fois je choisis le M6800 qui d'une part est beaucoup plus facile à coudre parce qu'il y a moins de pièces tout simplement, hein, mais qui d'autre part est plus facile à coudre parce que il n'y a aucun problème de signalisation du patron, il y a le carré test pour l'impression, enfin c'est tout bête mais voilà, il n'y a pas de pièces en double que vous allez imprimer 2 fois, enfin bref, rien que là, tout ça fait que si j'avais à choisir un patron de manteau à recoudre, je prendrais 100 fois le M6800 par rapport au 7938. C'est mon avis personnel. J'aime beaucoup le tombé du M7938, mais clairement, je suis pas prête de le refaire. Bon, déjà parce que j'ai d'autres patrons de manteaux que j'ai pas encore testés. Ensuite parce que je ne fais pas 15 000 manteaux. Mais voilà, clairement, celui-là, il va rester dans mon classement un moment avant que je le ressorte. En tous les cas, j'ai beaucoup parlé sur ce bilan pour uniquement 3 pièces. Hein, j'en suis désolée si je vous ai perdu en chemin. J'espère que ce bilan vous a plu, qu'il vous a intéressé, que peut-être il vous donnera envie de coudre ces modèles. Alors, je pense que j'ai fait une très mauvaise publicité de ce modèle. Cela dit, justement, ne fuyez pas, parce que comme je vais sortir le tuto de ce modèle prochainement, je vais lever toutes ces difficultés et comme je vous ai alerté, vous n'aurez plus les difficultés que moi j'ai traversées pour le faire. Donc n'hésitez pas à l'acheter celui-là aussi, je ne touche aucune commission dessus, hein. Juste voilà, c'est un patron que je trouve joli, qui est bien coupé, et une fois qu'on a passé les galères d'assemblage et de signalisation du patron, il n'y a pas de problème. Donc voilà. J'espère donc que je vous aurai donné envie d'expérimenter ces patrons, peut-être d'aller chez les fournisseurs de tissus que j'ai évoqués dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description des modèles, des tissus qui sont encore en vente, de la mercerie également, donc les boutons, etc. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, des précisions à ajouter, peut-être des doutes que j'ai exprimés à lever. J'aime toujours lire vos commentaires, donc n'hésitez pas, évidemment, dans la bienveillance comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties, et notamment le tuto de ce trench. J'ai également des réseaux sociaux sur Facebook et Instagram sous le nom de Couture Positive. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, et bonne cousette!